Chez Gandhi, on va voir la place de ce bon sens dans l'éveil de sa conscience. Très jeune, il porte l'espoir de ses parents. Il va être l'incarnation de cette Inde du futur, dotée à la fois du savoir-faire et du savoir-être anglais, et de toute la richesse culturelle de son pays à travers une philosophie de la vie inspirée par les Védas. L'Angleterre, où Gandhi effectuera ses études universitaires, sera le lieu où il pourra véritablement réaliser ce rêve, toujours guidé par son bon sens. Les vêtements que je portais, coupés à la mode de Bombay, ne convenaient pas, pensai-je, aux mondanités anglaises, et je m'en procurai de nouveau au magasin de l'armée et de la marine. Je m'offris le luxe d'un chapeau tuyau de poil de 19 shillings, prix exorbitant à l'époque. Non content de cela, je gaspillai 10 livres en me commandant un habit à Bond Street, cœur de l'élégance londonienne, et me fis envoyer par mon bon et généreux frère une chaîne de montre double et en or. La correction n'admettait pas le port de la cravate à système. J'appris l'art de nouer moi-même mes cravates. La nécessité de réformer le régime alimentaire de la famille s'imposait. Le thé et le café s'étaient introduits dans la maison. Mon frère avait jugé bon d'entretenir une sorte d'atmosphère anglaise en prévision de mon retour. À cette fin, la vaisselle et autres objets autrefois réservés aux grandes occasions étaient devenus d'usage courant. Mes réformes eurent pour effet de compléter le tableau. J'introduisis les flocons d'avoine. Le cacao fut censé remplacer le thé et le café. En fait, il s'ajouta à ces derniers. Bottines et chaussures avaient déjà droit de cité. Je complétai l'européanisation par l'apport de ma garde-robe européenne. Au terme de ses études, Gandhi avait réalisé le rêve de tout Indien, de pouvoir être compté parmi la classe dirigeante du pays, aux côtés des Anglais. C'est ce qui va dans un premier temps l'amener à visiter l'Afrique du Sud, partie intégrante des conquêtes territoriales de l'Angleterre. Et là, se produisit un événement majeur qui n'aura pas son pareil dans toute la vie de Gandhi, quoi qu'il ait pu faire et vivre par la suite. En Afrique du Sud, il découvrit la dure réalité de la face cachée de l'Angleterre. Un jour, il avait pris le train, bien installé dans un compartiment de première classe, ainsi que l'y autorisait son rang d'avocat. Mais, bien qu'il ait payé son billet de première classe, il se vit refoulé en troisième classe en tant qu'Indien, comme un vulgaire couli. Et comme il résistait, on le jeta sur le quai à la gare de Maritzbourg, où il dut passer la nuit, la pire de son existence, comme il le dit lui-même. Ce fut la nuit des constats. Ses études non seulement ne faisaient pas de lui un citoyen anglais, mais pire encore. Il découvrait qu'il était un être de couleur. Et bien qu'il se soit montré capable de ce dont les Anglais étaient capables, la couleur de sa peau le ramenait toujours à cette dure réalité. Il n'était pas anglais. Cet événement, qui vient remettre en cause le bon sens chez Gandhi, est très intéressant pour nous-mêmes à plus d'un titre, en ce sens qu'il nous place en face d'un choix. La première option, c'est de partir du bon sens pour faire respecter le droit et par conséquent intenter un procès contre celui qui l'a jeté du train et qui donc vient remettre en cause la reconnaissance qu'il avait reçue du barreau de Londres. La deuxième option, à partir de cet événement, décider de remettre en cause ses propres convictions, ses fruits du bon sens, ainsi que celles de ses parents, ses fruits de l'éducation reçue.
Cette remise en cause de soi-même va conduire Gandhi à prendre conscience de la condition de toute cette frange de la population sud-africaine constituée de gens de couleur. Et ce fut le début de son éveil de conscience. Il comprit alors que cette partie de l'Angleterre souffrait d'un grave problème d'humanité et qu'il se devait d'y trouver une solution qui ne soit pas seulement limitée à lui-même, mais une solution qui pourrait être étendue à toute personne touchée dans sa dignité extérieure. À la suite de cet événement, il ne se limita pas tout simplement à ses tâches professionnelles d'avocat, susceptibles de lui assurer le boire et le manger, mais il lui donna une dimension humanitaire. La première option qui l'aurait amené à ne prendre en considération que ses intérêts personnels et sa propre personne, et qui n'aurait rien changé à la situation des gens de couleur du Transvaal, et par la suite à celle de l'Inde colonisée, peut être qualifiée de choix mortel. La seconde option, celle que prit Gandhi, était de partir de son propre cas pour prendre en considération l'ensemble des injustices que vivait la population de couleur, pour lutter en sa faveur en utilisant ses capacités d'avocat au bénéfice de tous, et au final, pour libérer les oppresseurs, mais aussi les opprimés de leur propre violence. Cette seconde option, qui a restauré la dignité des uns et des autres, peut être qualifiée de choix libérateur. C'est une étape de sa vie qui va être très déterminante par rapport à l'héritage parental. Son enfance avait été comme une initiation aux valeurs universelles. Son nouveau cadre de vie va réveiller en lui la profondeur des mots de cet héritage, les mots de justice, de sacrifice, de sens de la vie qui lui venaient de son père. Sois ferme. Même si tu es seul et que tous sont contre toi, n'aie pas peur. Fais confiance à cette petite voix du cœur qui te demande de laisser ami et épouse. Sois prêt à mourir pour témoigner de ce qui donne le sens à la vie. Mon père avait l'amour de son clan. Il était un homme de foi, brave et généreux, mais coléreux. Mais il était intègre, et il s'était fait une réputation méritée de stricte impartialité, tant au sein de sa famille qu'à l'extérieur. Son loyalisme envers l'État était bien connu. Mon père n'eut jamais le goût de la thésaurisation. Toute son éducation était le fruit de la seule expérience, mais sa riche expérience des affaires pratiques lui permettait en échange de résoudre aisément les problèmes les plus complexes et de mener des centaines d'hommes. Le sens religieux de sa mère, qu'il considérait comme une sainte, avait laissé sur le fils une empreinte indélébile que le charme de la vie anglaise ne pouvait remettre en cause. D'ailleurs, les circonstances de la vie le ramenèrent brutalement aux valeurs qu'elle lui avait inculquées. En plein Londres, il rencontre des Anglais végétariens qui lui parlent aussi des Védas. Ils furent le symbole de la présence de cette mère, pourtant restée en Inde, à des milliers de kilomètres de là. En cette terre britannique, il va étendre son amour de la religion à l'étude des autres fidélités, le christianisme, l'islam, pour en arriver à cette certitude. Il n'existe que l'amour du prochain. Les idéaux de partage et de solidarité le renvoient à cette mère dont il parle en ces termes. De ma mère, ma mémoire garde surtout l'impression d'une sainte,
Elle était profondément religieuse. Elle n'aurait jamais songé à prendre ses repas sans avoir fait ses prières quotidiennes. Ma mère avait un solide bon sens. Elle était très au courant de toutes les affaires d'État et les dames de la cour tenaient en haute estime son intelligence. Et durant tout le reste de sa vie, son idéal de justice et de paix va lui permettre d'arriver à la maturité de ces valeurs universelles acquises dans l'enfance. L'événement survenu à la gare de Maritzbourg, à partir duquel il va prendre la deuxième option pour orienter sa vie, est le début de l'éveil de sa conscience. Les réalités maintenant sont perçues en conscience, et à chacune de celles-ci, il va analyser la conscience qui était à sa base pour pouvoir la changer et apporter une solution. La suite des événements va montrer toute la sincérité de Gandhi dans sa lutte. Il avait aussi cette grandeur d'âme de reconnaître le bien chez l'autre et était prêt à tout pour le partager. Je crois bien n'avoir jamais connu personne qui ait nourri dans son cœur autant de loyauté que moi envers la Constitution britannique. Je sais aujourd'hui qu'à la racine de ce sentiment, il y avait mon amour de la vérité. Je n'ai jamais été capable de simuler la loyauté, ni d'ailleurs aucune autre vertu. Bien que luttant contre les lois iniques, il savait faire la différence entre le pécheur et le péché. Il condamnait le péché, mais pas le pécheur. Dans toutes les réunions auxquelles j'assistais au Natal, l'usage était de chanter le God Save the King. À l'époque, j'estimais de mon devoir de joindre ma voix à celle de mes compagnons. Non que je n'eusse conscience des imperfections de la domination britannique, mais dans l'ensemble, je la jugeais acceptable. Je croyais en ce temps-là que la domination anglaise était en somme bienfaisante pour ceux à qui elle s'étendait. Ce regard d'innocence que portait Gandhi sur la couronne britannique et sur la justesse de ses lois le conduisit à proposer une assistance inattendue au gouvernement anglais pendant la lutte contre les Boers en lui octroyant un bataillon d'ambulanciers indiens. Son espoir était qu'après la guerre, les Anglais se sentiraient redevables envers les Indiens et leur reconnaîtraient les mêmes droits qu'à eux-mêmes. En quelques années, Gandhi va vivre quelques expériences déterminantes. Un retour en Inde, durant lequel il découvrira la vie des parias lors d'une épidémie de peste. La découverte de la condition misérable des Indiens du Transvaal. La création d'un journal, l'Indian Opinion. Une épidémie de peste encore une fois au Transvaal qui va l'amener à construire un hôpital. Après la lecture d'un livre déterminant, Into This Lost, par John Ruskin, il va créer une ferme ashram, la ferme Tolstoï. Il préviendra les compagnons potentiels en ces termes. Ceux qui veulent me suivre doivent être prêts à dormir à même le sol, à s'habiller de vêtements rudimentaires, à se lever avant l'aube, à vivre d'une nourriture frugale et à nettoyer eux-mêmes les toilettes. En 1906, un projet de loi fut proposé pour marginaliser les Indiens dans un premier temps et dans un deuxième temps les expulser d'Afrique du Sud. Ces lois qualifiées de scélérates imposaient aux seuls Indiens de porter constamment sur eux leurs papiers sous peine de risquer l'expulsion du pays. Cet événement et d'autres encore vont au fur et à mesure aiguiser sa conception de la non-violence jusqu'à arriver à la certitude d'avoir à en faire une pratique. La non-violence va alors entrer dans une phase décisive de réalisation qui va respecter plusieurs étapes. D'abord, conscientiser pour mobiliser. Gandhi fait jurer par Dieu à ses compagnons de ne jamais se soumettre et de résister sans violence. La fidélité au serment est une condition de la réussite de l'action.
Deuxièmement, viennent les moyens d'action légaux. Pétition ou propagande dans le journal Indian Opinion pour faire valoir ses vues auprès des autorités britanniques. Car l'essentiel est de chercher d'abord à convaincre l'adversaire de la justesse de ses revendications. Il faut une information de l'opinion publique, ainsi que des appels en direction du pouvoir, pour qu'il renonce à ses projets néfastes. Ensuite, l'action directe, non violente, le satyagraha. Gandhi comprend qu'en deçà d'un certain niveau, la non-violence est inopérante, que l'engagement doit aller plus loin que ce qu'il pratiquait jusque-là. Alors, il crée le concept de satyagraha, qui implique de dire non à l'injustice, avec fermeté, publiquement, sans violence et en acceptant les conséquences judiciaires de ses actes. Il est l'arme du fort, qui exclut l'utilisation de la violence sous toutes ses formes. Et dernièrement, la désobéissance civile. Ceux qui s'engageront aux côtés de Gandhi devront se conformer aux directives induites par le choix de l'action non violente. La force brute n'avait absolument pas de place dans le mouvement indien, en quelque circonstance que ce fût, précise Gandhi. Quelles que fussent leurs souffrances, les satyagrahis n'avaient jamais recours à la force physique. Même s'ils avaient pu s'en servir efficacement, ils refusaient de le faire. Gandhi s'engage contre le projet de loi de 1906 et, face aux Anglais, fera jeter au feu les passeports contestés des Indiens. La répression sera terrible et sanglante, faisant 300 morts. Les autres événements. 1908. Gandhi soutient les résistants non violents emprisonnés. 1913. Invalidation des mariages célébrés suivant les rites religieux hindous, musulmans et parsis. Les femmes indiennes mariées devenaient de fait des concubines sans statut, pouvant être déportées à tout moment. 11 d'entre elles, dont Kasturbai, franchissent la frontière du Transvaal et se rendent dans la région minière du Natal. Là, elles persuadent les mineurs indiens de se joindre au mouvement de protestation. 3000 mineurs se mettent immédiatement en grève. Lorsque les 11 femmes sont arrêtées et condamnées à 3 mois de travaux forcés, la grève devient générale. Gandhi conduit de Newcastle au Transvaal la marche des mineurs indiens en grève pour protester contre l'acte d'immigration. Devant l'extension du mouvement, les protestations de l'Inde et les pressions du gouvernement britannique, le général Smuts est contraint de céder, et l'ensemble des lois discriminatoires sont finalement abolies le 30 juin 1914, à la suite d'un accord survenu entre le général Smuts et Gandhi. Commentaire du général Smuts. Fatalité que d'avoir été l'adversaire d'un homme pour qui j'avais, à cette époque déjà, le plus grand respect. Pour Gandhi, tout a marché selon ses plans. Il a même pu jouir d'un bon repos en prison, ce qu'il désirait sans nul doute. Pour moi, le défenseur de l'ordre, j'étais au contraire dans une situation impossible. J'avais à appliquer une loi relativement impopulaire et, par surcroît, j'ai dû subir l'humiliation de devoir l'abolir. Pour lui, en fait, tout cela fut une réussite totale. À cette étape de sa vie, on voit que Gandhi a reçu 2 types de formation. La première est une phase d'instruction, qu'il avait conduit bon gré, mal gré, de l'école qu'il n'aimait guère, jusqu'à son diplôme d'avocat londonien.
il part sans complaisance de cette partie de sa vie. J'eus du mal à me tirer des tables de multiplication. Mon seul souvenir de cette époque, c'est d'avoir appris, en compagnie d'autres garçons, à appeler de toutes sortes de noms notre maître, ce qui donnerait fortement à entendre que mon intelligence devait être paresseuse et ma mémoire brute. En outre, j'étais poltron. J'étais toujours hanté par la peur des voleurs, des fantômes, des serpents. Je n'osais pas mettre le pied dehors la nuit. L'obscurité me terrifiait. Il m'était impossible de dormir dans le noir. J'imaginais des fantômes sortant d'un côté, des voleurs d'un autre, et d'un troisième des serpents. Je ne pouvais donc supporter de dormir sans lumière dans ma chambre. La seconde est une phase d'éducation, au cours de laquelle il a fait l'expérience de la souffrance, qui lui a fait découvrir ce qu'est l'être humain, et qui l'a amené par voie de conséquence à penser globalement et à agir localement. On constate donc que c'est en Afrique du Sud qu'il apprit véritablement à connaître l'Angleterre, pour qu'ensuite, en Inde, ils parviennent à sortir Anglais et Indiens de leurs problèmes relationnels. Contrairement aux leaders des autres pays, Gandhi évita à l'Inde cette démarche fatale de considérer la réaction comme une réponse à ses problèmes. Le retour de Gandhi en Inde en 1916 va marquer le début d'une nouvelle ère où les différences ne vont plus jouer le rôle de barrières politiques, culturelles, cultuelles ou économiques entre les différents peuples et communautés, mais où elles seront au contraire vécues comme une nécessité de vie. Les incidents variés qui ont marqué ma vie se sont conjugués pour me mettre en rapport étroit avec des gens appartenant à toutes sortes de croyances et de communautés, et mes expériences dans ce domaine sont un sûr garant de vérité, lorsque je dis que je n'ai jamais fait de distinction entre parents et inconnus, entre compatriotes et étrangers, entre blancs et hommes de couleur, entre hindous et indiens appartenant à d'autres confessions, qu'ils soient musulmans, parsis, chrétiens ou juifs. Je peux dire que mon cœur s'est toujours refusé à tracer de telles lignes de démarcation. Il fait connaître à tout son entourage sa volonté de libérer l'Inde par la non-violence. Je crois que j'ai rendu un fier service aux Indiens et aux Anglais, en leur montrant la non-violence comme la porte de sortie de l'état artificiel dans lequel tous les deux vivaient. Ceci fut bien entendu perçu comme une utopie, car l'histoire avait toujours démontré que les pays conquis par les armes ne pouvaient être libérés que par les armes. Gandhi, de par son action, va prouver le contraire dans une démarche originale, à savoir faire un diagnostic du dysfonctionnement du système dans lequel se sont embourbés les belligérants. La présence de l'étranger était perçue comme celle d'un envahisseur, d'un dominateur, et celui qui subit cette présence comme une victime. En effet, toute une nouvelle organisation sociale, économique, faisait du conquérant la classe privilégiée de cette Inde et les natifs du pays comme des sujets de cette nouvelle administration. L'aventure vécue dans le train d'Afrique du Sud avait conduit Gandhi une fois encore à faire un choix libérateur, en prenant le chemin de la conscientisation. Celle-ci se traduisit par un diagnostic des raisons de la présence anglaise sur le sol indien, plutôt que par le choix qui aurait été un choix mortel ou le choix du suicide, c'est-à-dire celui de prendre les armes. Et à ce propos il dira : Les Anglais ne se sont pas emparés de l'Inde. Nous la leur avons abandonnée. Ils ne sont pas en Inde à cause de leur puissance, mais parce que nous les y maintenons.
et il va lancer des actes de conscientisation, d'abord en direction de l'économie, tels que la marche du sel ou encore la roue à tisser. C'est à vous de prendre le sel, au lieu de rester chez vous pour qu'on prenne le sel et qu'on vienne vous l'apporter. Sinon, vous aurez à payer les frais de ce transport. Ensuite, en matière de gestion de conflits, où les chefs religieux devaient se porter garant de la stabilité de la localité, et ils en répondaient sur leur vie. Et aussi, par l'éveil de la conscience, à la base de la population constituée essentiellement de paysans, dont l'ignorance constituait un obstacle majeur à l'émancipation du continent indien. J'acquis la conviction qu'il était impossible de rien entreprendre de permanent sans porter l'éducation jusque dans les villages. L'ignorance des paysans avait quelque chose de tragique. Concernant le problème des castes, Gandhi apporta son propre exemple pour lutter contre la discrimination. Il accueillit, dans l'ashram qu'il avait créé, une famille d'intouchables. Il adopta une jeune fille née intouchable et la considéra comme sa fille, et il demanda aux brahmanes d'épouser des intouchables. Cette lutte, comme les autres, relève de l'engagement personnel. J'acquis la conviction qu'il était impossible de rien entreprendre de permanent sans porter l'éducation jusque dans les villages. L'ignorance des paysans avait quelque chose de tragique. La tension qui existait entre musulmans et hindous formait la plus grande menace pour l'avenir de l'Inde. Gandhi était le seul, de par sa démarche, à pouvoir atténuer cette tension, grâce au regard qu'il portait sur l'être humain. J'avais appris à déceler le bon côté de la nature humaine et à trouver le chemin du cœur. Je me rendais compte que la véritable mission d'un homme de loi était de combler l'abîme entre les parties adverses. C'est à cette occasion qu'il entama ses premières grèves de la faim. En effet, jeûner avait un impact psychologique profond sur les gens. Chaque fois qu'il voyait que le mental et la raison risquaient de faire prévaloir l'intérêt personnel sur le combat pour la restauration de la dignité, Gandhi s'engageait dans un jeûne afin de rappeler chacun à ses devoirs. Le jeûne désarmait le mental, renvoyait à l'obligation divine du repentir, de l'obéissance, de la rencontre avec Dieu. Bref, aujourd'hui tout le monde connaît les bienfaits du jeûne. Mais surtout, par le jeûne, Gandhi faisait prévaloir sur la défense des intérêts personnels le rétablissement de la dignité humaine, avec le sens du devoir lié au sens des responsabilités. L'action non violente de Gandhi va permettre à l'Inde et à l'Angleterre de sortir d'une relation conflictuelle basée sur des considérations d'ordre racial et économique pour parvenir à une reconnaissance mutuelle et jeter les bases d'une relation privilégiée à l'avenir. Le succès de Gandhi va doter l'Inde d'un nouveau pouvoir à la place du pouvoir des Anglais. Mais un nouveau pouvoir qui va se heurter à la sagesse de Gandhi et qui va déboucher sur les événements tragiques qui secoueront ce continent. Son entrée dans l'indépendance a été marquée par sa partition, contre laquelle Gandhi avait lutté de toutes ses forces. Il se battait pour qu'il n'y ait qu'une seule Inde, regroupant musulmans et hindous. En effet, comme le disait Einstein, l'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement. Cela lui a coûté la vie. Le 30 janvier 1948, un extrémiste hindou du nom de Nathuram Godse l'abat à New Delhi. Non violent jusqu'à la mort, Gandhi s'écroule en prononçant « He Ram », qui furent ses dernières paroles. Toujours est-il que si l'on peut tuer le rêveur, le rêve, lui, ne mourra jamais.
parce que le rêveur lui a donné sa vie. Peut-être, un jour, serons-nous témoins, nous ou nos petits-enfants, de ce retour de l'Inde au Pakistan et du Pakistan à l'Inde. En tout cas, l'humanité un jour témoignera de ce rêve de Gandhi.